Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire de l'année organisé par COFAS. Il marque le lancement donc d'une série de rendez-vous que nous avons imaginé pour vous apporter des éclairages concrets et à la fois prospectifs sur les grands enjeux économiques du moment. Pour ouvrir cette série, donc, on a choisi un thème ambitieux mais essentiel, les perspectives économiques mondiales pour 2025, avec un focus particulier sur la dynamique africaine dans ce contexte qui est incertain. Et pour nous accompagner donc, dans cette exploration, j'ai le plaisir d'introduire Aroni Chaudhuri, notre économiste, dont les analyses combinent rigueur, clarté, une lecture fine des résultats et des réalités du terrain. Donc, Aroni, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui. Je vois ton écran. Vous voyez mon écran, très bien. Donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, Aroni, je suis l'un des 2 économistes Afrique chez COFAS. Et donc aujourd'hui, effectivement, je vais avoir la dure tâche d'essayer de vous donner un peu plus d'éclairage sur ce qui va se passer potentiellement cette année. Je dis potentiellement, et en fait c'est un peu à l'image de la photo que là vous voyez à l'écran, de cet homme qui marche dans une forêt un peu sombre. C'est une métaphore en fait de l'incertitude du monde dans lequel on vit, et aussi ça traduit un peu, et c'est pour ça qu'on a choisi cette image, la difficulté que nous on a en tant qu'économistes de vraiment faire du travail de prévision, puisqu'en fait dans un monde où certains aspects, certaines hypothèses peuvent changer du jour au lendemain ou d'une semaine à l'autre, en fait c'est très difficile de faire de la prévision qui soit très très valide. Donc en fait notre travail en ce moment, ça a plutôt été de construire des scénarios, de construire des grilles d'analyse qu'on peut proposer à nos contreparties pour qu'ils ou elles puissent avoir des éléments pour lire la situation quand elle change, parce qu'elle va être amenée à changer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, parce que c'est un petit peu, et notamment dû à la politique commerciale américaine, c'est un petit peu l'environnement dans lequel on est. Et au final, le chaos qui est généré, ça fait aussi partie de la stratégie en fait de l'administration Trump afin d'obtenir un avantage dans ses négociations et ses relations avec ses différentes contreparties. Alors, on est dans un monde incertain, mais avant de rentrer dans la conjoncture, je voudrais quand même respécifier certains éléments clés. Et là, on est plus sur du moyen-long terme, qui sont certaines de nos convictions et qui, on pense, vont quand même subsister dans le temps, malgré toute l'incertitude et la volatilité. Et donc, point par point, si on commence avec les États-Unis, parce que vraiment c'est la question du moment, et c'est vrai que la politique américaine dans son ensemble définit énormément de paramètres de l'économie mondiale. En fait, pour nous, au-delà de la guerre commerciale, au-delà de ce qui peut se passer au niveau domestique, en termes d'inflation, en termes de croissance, c'est vraiment l'aspect de la dérive vers l'illibéralisme qui nous paraît être le plus grand facteur de risque aux États-Unis. Puisque, en fait, avec cette nouvelle administration Trump, donc Trump 2.0, on a quand même une glissade assez abrupte vers un rejet en fait des États-Unis, de ses alliés historiques, de certains de ses principes qui ont été quand même des principes qui ont un petit peu guidé l'évolution des États-Unis sur, on peut même dire certains principes sur plus d'une centaine d'années. Ça fait qu'on a une politique qui est devenue assez illisible. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas sur des éléments de politique domestique et étrangère. Et en fait, le fait est que ces politiques-là peuvent avoir des impacts à plus long terme sur les États-Unis qui ensuite peuvent se traduire sur des risques accrus sur le reste du monde dû à l'importance du pays, que ce soit en termes économiques ou géopolitiques. Par exemple, l'un des aspects qui nous paraît être assez dangereux, c'est ce qui se passe au niveau institutionnel. Donc la destruction des institutions, du juridique, de l'éducatif, de la santé, qui est, pour le coup, là on s'attaque vraiment à des aspects structurels des États-Unis et de l'économie américaine, et donc une détérioration très forte de cette structure économique. En fait, pour nous, c'est ça qui est un des facteurs de risque les plus importants. Et si jamais cela continue, parce qu'il faut quand même garder en tête que Donald Trump, a priori, pour l'instant, il est là pour 4 ans. Mais donc, en fait, la question, c'est sur ces 4 ans, quel peut être le montant de dégâts qui est fait
à l'économie américaine, aux États-Unis en tant que pays, et donc par ricochet au reste du monde et à ses partenaires, c'est ça vraiment la vraie question. Pour l'Union européenne, on est dans une phase qui est quand même assez spécifique pour l'Union européenne, où elle a une opportunité, si je puis dire, d'un peu reprendre son destin en main. Et ce que je veux dire par là, c'est gagner en autonomie économique vis-à-vis des États-Unis, en termes d'autonomie stratégique. Et donc là, on a par exemple le développement de l'industrie de la défense. Et donc une opportunité pour l'Union européenne, quelque part, d'être plus forte par elle-même. Mais, et ça c'est ce que vous voyez ici dans les facteurs de risque, cela suppose qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une certaine coopération, une certaine cohésion entre les pays membres, et ça, c'est tout sauf garanti. On voit déjà qu'il y a un certain nombre de pays qui ont quand même des avis qui sont contradictoires. Par exemple, l'Italie qui souhaiterait qu'on soit plus coopératif avec les États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays comme la France ou l'Allemagne. On a des pays encore qui sont proches de la Russie. Donc la cohésion, évidemment, ça se travaille, mais pour l'instant, on a quand même un certain nombre de points sur lesquels il y a encore des divergences au niveau de l'Union européenne. Et donc, travailler sur ces divergences, c'est ce qui potentiellement permettra à l'Union européenne de rentrer en fait dans une nouvelle phase en ce qui concerne sa trajectoire dans les années à venir, que ce soit de manière économique ou en termes de puissance géopolitique. Mais c'est tout sauf garanti. Et puis pour la Chine, on a quand même l'impression que le modèle de croissance chinois est mis à rude épreuve et donc qu'il a besoin d'être rééquilibré. Là, je reviendrai un petit peu plus sur les raisons derrière, mais le fait est que dans un monde qui est de plus en plus protectionniste et de plus en plus fragmenté, eh bien, le modèle chinois tel qu'il est à l'heure actuelle, pas tel qu'il est supposé être, parce qu'en fait, le but c'était quand même d'avoir une économie chinoise qui est portée par le consommateur, mais pour l'instant, ce n'est pas fonctionnel. Donc le commerce extérieur reste extrêmement important pour la Chine, et donc ce rééquilibrage, il doit être opéré si la Chine veut maintenir en fait ses objectifs de croissance qui sont pour l'instant à 5% par an, et qui aussi sont tous sauf garantis. Et puis au-delà de ça, eh bien, effectivement, on est dans un monde qui est risqué, on est dans un monde qui est incertain. La guerre commerciale, je vais en parler juste après, elle est toujours en cours. Pour l'instant, elle est dans une certaine stabilité, mais les tensions peuvent recommencer à tout moment. Et puis, cette guerre commerciale s'intensifie, il y aura des impacts très importants sur l'économie mondiale. Et puis, même si pour l'instant, on a vu beaucoup de mesures, notamment au niveau douanier, au niveau tarifaire, il y a un certain nombre d'armes de guerre commerciale qui n'ont pas encore été utilisées, notamment les manipulations de devises. Et ça, si jamais cette guerre commerciale s'intensifie et qu'on arrive dans une situation où il y a d'autres méthodes qui sont utilisées, ça peut avoir des effets qui vont être très importants, et en particulier sur des économies qui sont déjà exposées au niveau de leur équilibre extérieur ou au niveau simplement de leur commerce. Aux États-Unis, je vais en parler plus tard, mais effectivement, on va quand même avoir des taux d'intérêt qui vont rester restrictifs, et donc ça va poser des problèmes, notamment aux pays, ou même aux entreprises qui sont dans des difficultés de financement, d'accès au financement ou en termes de coût du financement. Et donc, en termes de la solvabilité des États, ceux qui sont déjà insolvables ou en situation de détresse vont voir leur position probablement au mieux rester dans une situation de stress et au pire se détériorer très fortement. Et puis, dernièrement, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que malgré le fait que la focale à l'heure actuelle soit effectivement mise sur la politique américaine et sur la guerre commerciale, les risques qui préexistaient Trump 2.0, donc novembre 2024, sont toujours aussi importants, et notamment ce qui est des risques géopolitiques. Et là, on voit que la conflictualité a explosé dans les dernières années et continue d'être extrêmement forte, avec des conflits extrêmement meurtriers dans plusieurs parties du monde, les risques politiques et puis surtout les risques climatiques. Et là, en particulier pour le continent africain, dû à l'importance de l'agriculture pour encore une grande majorité d'économies. Et donc, les phénomènes climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses vont continuer à être des facteurs d'incertitude majeurs. Donc, tout ça pour dire que dans l'année à venir, dans les années à venir même, jusqu'en 2026-2027, il va y avoir de très fortes turbulences, que ce soit macroéconomique, mais aussi probablement géopolitique, puisque c'est tout simplement l'environnement mondial qui est maintenant plus conflictuel, plus fragmenté. Alors, et d'ailleurs, on parlait d'incertitude, et bon, c'est pas
effectivement, à COFAS, ça fait quand même plusieurs années qu'on dit que l'incertitude, c'est le maître mot, mais on n'est pas les seuls. Et là, c'était juste un petit peu pour vous illustrer. Donc là, on a des indices d'incertitude de politique économique faites par des chercheurs de Berkeley et Stanford, il me semble. Et comme vous le voyez, en 2025, c'est même plus une exponentielle, c'est une droite perpendiculaire, que ce soit pour la politique économique dans son ensemble, qui prend en compte la politique monétaire, la politique fiscale, la politique commerciale, ou évidemment sur le graphique de droite, l'incertitude de la politique commerciale américaine. Bon, ça va de soi. Néanmoins, au milieu de toutes ces incertitudes, il y a aussi un certain nombre de convictions auxquelles on croit à la recherche économique COFAS, et elles sont au nombre de 3 pour vraiment les convictions, on va dire, qui cadrent notre scénario macroéconomique de moyen terme. C'est que la mondialisation, malgré tout ce qui est en train de se passer, elle n'est pas morte. Donc on n'est pas dans une démondialisation, on est plutôt dans une remondialisation. Donc il va y avoir des changements en termes des flux commerciaux, en termes des chaînes de valeur, en termes des liens commerciaux entre les pays, mais ce n'est certainement pas la fin de la mondialisation. En ce qui concerne la transition énergétique, ça reste quand même un facteur clé qui va orienter l'économie mondiale, même si évidemment, aux États-Unis, on est clairement dans une position qui va contre ça. Mais en revanche, pour la Chine et pour l'Europe, la transition énergétique reste un élément stratégique et un élément de politique économique extrêmement important. Et d'ailleurs, à ce titre, il est tout à fait possible et envisageable que s'il y a une certaine distanciation, je ne vais pas te parler de découplage entre les États-Unis et l'Europe, il peut y avoir un rapprochement de la Chine et de l'Union européenne, notamment parce que les objectifs sur la transition énergétique sont convergents pour ces 2 zones. Et puis, si l'Europe souhaite remplir ses objectifs, notamment en termes de neutralité carbone, elle va forcément devoir être intégrée avec la Chine, qui est l'une des principales productrices, la principale productrice même, en termes de batteries ou de panneaux solaires. Et enfin, là, plutôt à long terme, très long terme, c'est que le vieillissement de la population, donc l'aspect démographique, surtout en Chine et globalement dans le monde occidental, reste quand même un facteur clé. Et donc ça, que ce soit en termes d'inflation ou d'équilibre fiscaux, ça va continuer d'avoir un impact et ça va demander des ajustements de politique économique au fur et à mesure qu'il va y avoir de la pression, en fait, et notamment sur les comptes publics. Alors, en termes de guerre commerciale, je ne vais pas refaire tout l'historique, parce que bon, ici, vous en êtes conscient, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que on est ce que je dis, on est dans une période de trêve, mais ça ne veut pas dire que cette guerre commerciale est terminée, c'est simplement qu'on est dans une phase où l'administration Trump et Donald Trump a joué ses cartes et maintenant attend les réponses en ce qui concerne les différents partenaires commerciaux. Donc les derniers en date, évidemment, donc c'est la menace des droits de douane de 50% sur l'Union européenne, et puis c'est les droits de douane de 50% sur l'acier et l'aluminium, donc c'était 25% initialement, qui ont été augmentés à 50%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura d'autres droits de douane qui vont arriver, notamment sur les produits. Donc on a ce qu'on appelle des investigations d'article 232 qui sont en cours, donc sur le cuivre, le bois d'œuvre, produits pharmaceutiques, smartphones, ordinateurs. Et ce qu'il faut avoir en tête quand on lit en fait ces droits de douane, c'est que souvent même les droits de douane sur des produits sont en fait visés à un certain nombre de pays. Le fait que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium aient été augmentés à 50%, c'était principalement visé vers le Canada. Les droits de douane, par exemple, sur les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques ou les smartphones, c'est visé à la Chine. Ce qui veut dire qu'en fait, suivant la situation dans laquelle on se place, et j'en parlerai après, en fait, un pays qui a un droit de douane réciproque, disons d'un certain montant, peut au final être plus exposé plutôt à des droits de douane sur une certaine catégorie de produits, dû à la structure du commerce. Et donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Et aussi, ça veut aussi dire que des pays qui vont être prêts à négocier avec les États-Unis vont avoir des exemptions. Donc par exemple, on peut imaginer que pour les produits pharmaceutiques, ils sont principalement visés à réduire la dépendance des États-Unis aux produits pharmaceutiques chinois, mais qu'un pays comme le Danemark, en négociant, peut avoir une exemption, et à ce moment-là, le droit de douane sur les produits pharmaceutiques devient en fait un droit de douane qui est principalement sur des produits chinois.
Pour l'instant, en termes de droits de douane réciproques, on est à 10%. On est dans cette période de trêve. Sur la Chine, il y a eu un énorme rétropédalage parce qu'évidemment, l'impact sur l'économie américaine était trop important, même s'il y a des tensions en ce moment. Donc pour l'instant, on est sur un taux de 30%, mais ça va être amené à évoluer. Ça ne va pas rester à 30%, ça va être plus élevé. Mais on est incapable de dire à l'heure actuelle à combien est-ce que ça va être. Le droit de douane moyen à l'heure actuelle, il est quelque part probablement autour de 16-17% si on prend les 50% sur l'aluminium. Donc c'est quand même un droit de douane moyen le plus élevé depuis les années 1930. Et puis il a atteint des niveaux records, notamment quand on avait les tarifs de 125% sur la Chine. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si on est dans une situation d'un droit de douane moyen de 10% avec 10% sur tous les pays, donc qui n'est pas d'escalade, ce qui est quand même peu probable, même dans cette situation-là, l'impact serait quand même important sur l'économie américaine, sur l'économie mondiale. Et donc cette situation, ce protectionnisme des États-Unis va subsister. On n'est juste pas capable à l'heure actuelle de dire à quel va être le montant final. Et ça, on en saura probablement peut-être un peu plus à la fin de l'été, puisque là, on a la plupart des mesures qui ont été retardées jusqu'en mois de juillet. Il est possible qu'on ait 90 jours de plus, en fonction aussi des signaux qui sont envoyés de l'économie américaine. Mais, et c'est là où je parlais de grille d'analyse, fondamentalement, et la raison pour laquelle on pense qu'il va y avoir des droits de douane réciproques, c'est la raison qui a été invoquée par Donald Trump, c'est le fait de dire que, effectivement, les États-Unis ont un déficit commercial qui est très important, et notamment avec un certain nombre de pays, et deux, que effectivement, pour la plupart de leurs partenaires émergents, les États-Unis ont un droit de douane qui est quand même en moyenne très inférieur. Donc là, sur le tableau, quand une case est rouge, ça veut dire que le droit de douane appliqué aux États-Unis est inférieur à celui qui est appliqué par son partenaire commercial. Et ce qu'on voit, c'est que, effectivement, pour les pays émergents, les droits de douane américains sont quand même, de manière générale, assez inférieurs. Pour les économies avancées, c'est quand même plus équilibré. En revanche, il y a un certain nombre de secteurs, donc par exemple l'automobile, où là aussi, même avec les pays avancés, les États-Unis ont quand même des droits de douane qui vont être inférieurs. Et d'ailleurs, là, si je mets le deuxième tableau sur les pays émergents, c'est assez flagrant. Une chose quand même qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une raison derrière ça également. C'est-à-dire qu'effectivement, le déficit commercial américain, ça témoigne aussi d'un déséquilibre qu'il existe entre la consommation américaine qui est extrêmement forte, il y a une demande qui est extrêmement forte, et effectivement une capacité de production industrielle qui ne peut pas répondre à cette demande. Et même si Donald Trump souhaite réindustrialiser les États-Unis, il y a un certain nombre de catégories de produits pour lesquels simplement les États-Unis ne peuvent pas en fait produire des jouets par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas le cas maintenant et qui ne sera vraisemblablement pas le cas plus tard. Et donc pour ces produits-là, les États-Unis sont dépendants du commerce extérieur. Et la deuxième chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis appliquent des droits de douane qui sont inférieurs vis-à-vis de leurs partenaires émergents, c'est aussi parce que les États-Unis étaient quand même un champion de la mondialisation sur on va dire les trois décennies qui ont précédé. Et donc, il y avait une volonté des États-Unis de favoriser le développement de ces partenaires émergents, notamment en leur octroyant un accès préférentiel au marché américain. Donc, c'est aussi le résultat d'une politique américaine qui maintenant, évidemment, a complètement changé. Mais c'est-à-dire que ces déséquilibres, ils existent pour une raison et pour plusieurs raisons qui sont spécifiques et ne sont pas simplement dus au fait que le monde profite des États-Unis, comme le disait l'administration Trump. Et donc, ça veut dire que effectivement, il y aura des droits de douane réciproques pour la plupart de ces pays dans la politique commerciale américaine actuelle, puisque c'est ces déséquilibres-là qui sont visés. Et donc, en fait, au final, ce qu'il faut regarder, c'est un pays exposé, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un pays exposé via ses droits de douane réciproques, mais est surtout exposé via un certain nombre d'industries, ce qui est la raison pour laquelle parfois sont les droits de douane sur les produits qui sont plus importants. Et donc là, juste si on regarde l'Union européenne, les secteurs et les pays qui sont les plus concernés par la mise en place de droits de douane réciproques, quel que soit le montant, ça va être l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, et puis dans des secteurs tels que la chimie, la pharmacie, la machinerie, l'automobile. Pour la France, c'est un peu particulier. La France, c'est surtout sur le luxe. Et si on regarde les partenaires émergents, même chose. En fait, au final, on a surtout des pays qui vont être en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Cambodge, Vietnam,
qui vont être exposés sur des secteurs qui sont quand même spécifiques, c'est-à-dire la machinerie, l'électronique, les semi-conducteurs, l'automobile. Et donc, en fait, quand cette grille d'analyse-là, ce qu'elle nous permet de voir, c'est que quand on a un portefeuille de clients, quel qu'il soit, l'exposition, en fait, on va pouvoir l'identifier en fonction du pays dans lequel on se place et en fonction du secteur d'activité dans lequel on se place. Donc, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un droit de douane de 30% sur un pays que nécessairement l'impact macroéconomique va être extrêmement important. Par exemple, là, je vais juste un petit peu parler de la Côte d'Ivoire, mais un droit de douane de 20% sur la Côte d'Ivoire, au final, si on regarde les produits que exporte la Côte d'Ivoire, l'impact macroéconomique, il n'est pas vraiment très important, puisqu'on va avoir le cacao où il n'y a pas de substituabilité, on va avoir le caoutchouc pour lequel les principaux compétiteurs sont des pays qui ont en fait des niveaux de droits de douane réciproques qui risquent d'être plus élevés. On a l'or, évidemment, qui va être exempt. Et donc, au final, même si on a un droit de douane réciproque qui semble assez important, au final, l'impact, il n'est pas assez important que ça, dû à la structure du commerce et aux produits qui sont exportés. Quand même, et je finirai sur ça, il faut quand même noter que pour la Chine, au final, si on regarde l'exposition directe en termes de pourcentage de PIB, il n'est pas assez important que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà pour la Chine, effectivement, le droit de douane appliqué va être beaucoup plus important que pour les autres pays. Et puis aussi, c'est que les économies américaines et chinoises sont très interconnectées, pas seulement directement, mais aussi indirectement. Et donc, en fait, malgré le fait qu'en termes de pourcentage du PIB, ce soit pas la Chine semble moins exposée que d'autres pays, en fait, en termes de commerce et en termes d'exposition d'un certain nombre de secteurs, en fait, elle reste quand même extrêmement importante, qui est la raison aussi pour laquelle la Chine, au final, a aussi décidé de désescalader à partir du moment où on avait des droits de douane qui étaient au niveau d'embargo. 140%, il n'y a plus de commerce. Donc, une fois qu'on a cette grille d'analyse-là, ça nous permet un petit peu de comprendre dans quel environnement on se place. Et donc là, je vais passer au scénario macroéconomique plus classique. Et en termes du prix des matières premières, au final, on va être pour l'énergie et pour les métaux dans un cycle qui va être plutôt baissier. Et le cycle, il va être baissier parce que ce sont des secteurs qui sont procycliques et qu'on s'attend à un ralentissement quand même assez significatif de la croissance mondiale. Et donc, on va avoir une demande globalement qui va être plus faible. Pour les métaux, évidemment, on a la situation sur l'acier où les prix de l'acier continuent de baisser parce qu'on a une demande qui est plus faible, notamment au niveau des secteurs clients de l'acier, qui sont la construction et l'automobile, qui sont globalement en berne dans les principales zones économiques. Et puis on a la situation chinoise, où le secteur de l'immobilier n'a toujours pas repris, et donc le secteur de l'acier chinois, qui est la première consommatrice mais aussi la première productrice, est en situation de surcapacité et donc doit exporter de l'acier à bas prix, qui exerce une pression à la baisse sur les prix de l'acier exporté, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes pour des industries de l'acier dans d'autres pays, parce que non seulement on a une demande qui est faible, mais en plus on a une compétition d'acier chinois à bas prix, et forcément ça a un impact sur la profitabilité. Notamment, on a pu voir que ça a causé des problèmes à Arcelor, que ce soit dans des pays avancés ou des pays émergents. Pour les métaux qui sont ceux de la transition énergétique, on a des prix qui vont être relativement plus stables et plus élevés, mais qui sont quand même redescendus de leur pic et qui vont quand même être relativement plus modérés, on pense, sur l'année à venir, notamment parce que pareil, au début, quand Trump avait été élu, on pensait que on aurait quand même une croissance industrielle aux États-Unis, notamment de secteurs qui sont consommatrices par exemple de cuivre, mais au final il s'avère que l'économie américaine va plutôt ralentir, et donc là aussi sur le marché des matières premières, on est plutôt prudent et donc on a des prix qui vont être plutôt stables. Pour le pétrole, on va avoir des prix qui vont continuer de baisser, donc là on s'attend à peu près peut-être à 65 dollars du baril en moyenne cette année, plutôt 60 l'année prochaine, et ça c'est parce que d'un côté, comme je l'ai dit, on a une demande qui va être relativement faible, et puis le marché du pétrole, il est en excès d'offres. On a des capacités de production encore en excès, notamment dans les pays du Golfe. On a la production américaine qui va être amenée à augmenter, notamment à moyen terme, dû à la politique sur les énergies fossiles. On a des nouveaux entrants sur le marché, le Sénégal, je vais en parler par exemple, mais aussi le Guyana. Et puis on a aussi l'OPEC+, qui a décidé de remettre des barils sur le marché. Et la raison derrière ça, c'est que clairement, ce que ça annonce, c'est que un pays comme l'Arabie Saoudite est prêt
à avoir des prix du pétrole qui vont être plus bas, mais ça va lui permettre par contre de conserver des parts de marché. Et donc tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on va avoir des prix du pétrole qui vont être plus faibles, ce qui, pour le continent africain, pour la majorité des pays africains, à part les exportateurs de pétrole, est plutôt une bonne nouvelle, puisque ce sont des importateurs nets de produits pétroliers, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes d'inflation et d'équilibre extérieur. Enfin, pour les matières premières agricoles, on va continuer d'avoir énormément de volatilité, et notamment liée à la météo et aux événements climatiques extrême, comme je l'ai dit en introduction. Alors là, on voit que la tendance, elle est un petit peu haussière dernièrement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a une grande partie de cet indice qui est quand même porté par le cacao, et j'en reviendrai dessus quand je parlerai de la Côte d'Ivoire. Mais on a quand même des prix des matières premières pour d'autres commodités comme le riz ou l'huile de palme qui, malgré le fait qu'elles ont baissé dernièrement, restent quand même relativement élevées. En revanche, sur les prix des céréales, on a une tendance qui est un peu plus baissière parce qu'on a eu des bonnes récoltes l'année dernière, et on s'attend aussi à ce que la production soit plutôt bonne cette année. Et donc, pareil, ça en termes d'inflation alimentaire sur certains pays. Alors, sur l'inflation alimentaire, pour certains pays, ça va être à la hausse, pour certains pays, ça va être à la baisse, et ça dépend en fait de leurs besoins, dépendant du type d'agrocommodité. Je passe rapidement sur l'inflation et les politiques monétaires. Globalement, l'inflation est de retour proche de la cible en zone euro et aux États-Unis, mais on va quand même avoir une divergence au niveau de la politique monétaire. D'une, parce qu'aux États-Unis, effectivement, la mise en place d'une politique commerciale plus protectionniste, c'est inflationniste, et donc on s'attend quand même à ce que l'inflation reparte, ou du moins reste à des niveaux plus élevés qu'en zone euro. Et donc, ce qui veut dire que, en termes de pilotage de la politique monétaire, en zone euro, on a eu une baisse de taux encore la semaine dernière, et on s'attend encore à ce qu'il y en ait une ou deux jusqu'à la fin de l'année, parce qu'en zone euro, on a une inflation qui continue de graviter et de se rapprocher de la cible, et surtout en zone euro, on a une demande qui est faible, donc il y a un besoin aussi de détendre la politique monétaire pour pouvoir donner un peu plus d'espace à l'économie européenne pour rebondir. Et donc c'est pour ça que la politique monétaire européenne va continuer de baisser ses taux. Alors qu'aux États-Unis, la Fed, elle est dans une situation qui est un petit peu compliquée, dans le sens où on s'attend aussi à un ralentissement de l'économie américaine, mais on sait qu'on a potentiellement des tensions inflationnistes qui vont arriver dans l'année et dans les années à venir. Donc pour la Fed, clairement la politique monétaire va rester restrictive. Alors on ne sait pas exactement si on va avoir des baisses de taux, ça va être 0, 1 ou 2, mais globalement on s'attend à ce qu'il y en ait 2 au maximum, donc qu'on ait un Fed Funds qui soit autour de 4%. Et donc ça, pour le financement, notamment des pays, ça va rester un facteur de pression, parce que la politique monétaire de la Fed, ça définit quand même les coûts de financement et l'accès au financement, et donc ça va rester restrictif. Donc nous, on s'attend, les marchés parfois peuvent un peu s'emballer sur les baisses de taux, surtout effectivement qu'il y a une pression politique sur la Fed pour baisser les taux, mais on s'attend à ce qu'elle reste quand même très très prudente. Donc au final, en termes de croissance au niveau mondial, on va être sur un ralentissement en 2025. Et là, je ne l'ai pas affiché, ça sortira dans le prochain baromètre, mais l'année prochaine, ce ne sera pas un rebond significatif, on va rester autour de 2,2-2,3%. L'économie mondiale, elle va continuer d'être portée principalement par les économies émergentes, ou qui vont continuer de profiter de leur demande domestique qui est forte. Le ralentissement, il est principalement expliqué par le ralentissement aux États-Unis, qui était l'un des moteurs principaux de l'économie mondiale dans les années précédentes. Et le ralentissement aux États-Unis, ça va principalement être dû à un ralentissement de la consommation. Alors on peut avoir des anomalies en termes de commerce extérieur dû à l'incertitude. Ça, je pense qu'il faut un petit peu le mettre de côté et regarder vraiment ce qu'on appelle la croissance cœur, donc la consommation et l'investissement. Et aux États-Unis, effectivement, même si à l'heure actuelle, on n'a pas encore l'impact de la politique commerciale, que ce soit en termes d'inflation ou en termes d'impact direct sur la consommation, effectivement, dû au fait qu'on a
une politique économique qui est devenue moins lisible, dû au fait qu'on a beaucoup plus d'incertitudes en ce qui concerne son patrimoine, puisque le patrimoine des ménages américains, c'est la bourse, et que la bourse, elle a été quand même extrêmement volatile, et elle va continuer de l'être en fonction de ce qui se passe. Forcément, on a des consommateurs qui vont avoir tendance à moins consommer et plus épargner, bien que les consommateurs américains, généralement, à partir du moment où ils ont du revenu, ils vont consommer. On s'attend quand même à ce qu'ils soient plus prudents, et donc c'est ça qui va venir freiner la consommation américaine. Et puis on a quand même des excès d'épargne qui avaient été accumulés, notamment durant la période pandémique et post-pandémique, qui commencent à s'amenuiser. Et donc tout ça mis bout à bout, et également des entreprises qui vont être plus prudentes sur leur plan d'investissement à partir du moment où elles n'ont pas vraiment de lecture qui soit vraiment claire de la situation économique dans les 12 mois à venir, ça va venir freiner cette demande domestique et donc l'économie américaine. Du côté de l'économie chinoise, on va aussi être à une croissance qui va être en dessous de 5%, notamment parce que les problèmes structurels de l'économie chinoise subsistent. J'ai parlé tout à l'heure du secteur de l'immobilier, mais on a évidemment une demande domestique qui peine à repartir parce que les consommateurs chinois n'ont toujours pas confiance dans l'économie. Eux, les consommateurs chinois, ont perdu du patrimoine par la dévalorisation de leur patrimoine immobilier, qui est leur principal patrimoine. Et puis on a un taux de chômage qui reste quand même relativement élevé, notamment chez les jeunes. Et donc on a une propension à épargner chez les consommateurs chinois qui est toujours importante. Et donc c'est cette consommation qui a du mal à repartir. Et donc c'est là où je disais que ça suppose quand même un rééquilibrage du modèle de croissance. C'est que dans un environnement économique où on a une consommation qui n'est pas suffisante pour pouvoir correctement écouler les capacités de production, la Chine est forcée d'exporter, sauf que dans un monde où les droits de douane vont augmenter dans les principaux partenaires commerciaux de la Chine, on va être confronté à un problème où les surcapacités vont avoir du mal à être écoulées si on ne relance pas sa demande domestique. Et donc, on pense qu'à un moment, il y aura quand même une réponse fiscale, mais les autorités chinoises, pour l'instant, attendent, parce qu'elles attendent aussi de voir ce qui se passe en termes de guerre commerciale, en termes de relations commerciales, avant d'utiliser la dépense publique pour venir combler les faiblesses de l'économie chinoise. Et puis en zone euro, on va quand même continuer d'avoir une stagnation. Alors, on va exclure l'Espagne, qui a quand même un taux de croissance qui va rester important en 2025 et en 2026, 3 fois supérieur aux autres grosses économies de la zone euro, parce qu'on a une consommation qui est plus forte, on a le tourisme qui reste porteur. De manière générale, on a un secteur industriel où la production était quand même relativement meilleure. Alors qu'en France, en Allemagne, en Italie, on va avoir une stagnation, tout simplement parce que d'un côté, on a des industries qui continuent de faire face à une faible demande, un secteur de la construction qui n'est pas vraiment stimulé, et puis de l'autre côté, et notamment, ça c'est vrai en France et en Allemagne, c'est qu'on a des ménages aussi qui manquent de confiance, et là, peut-être encore plus que pour les États-Unis et la Chine, il y a aussi la question politique. Donc, par exemple, en France, effectivement, les consommateurs français, les ménages français ont peu de lecture sur, par exemple, la politique budgétaire, sur le montant d'impôts qu'ils vont payer l'année prochaine. Donc, forcément, ils vont avoir tendance à plus épargner que consommer. Et donc, c'est pour ça qu'on va quand même avoir une stagnation en zone euro. Et une légère reprise en fait en 2026, mais qui va surtout être due à l'Allemagne, puisque en Allemagne, on a quand même eu non seulement un changement au niveau politique qui va ramener un peu plus de stabilité, mais aussi, normalement, on va avoir plus de dépenses publiques. Et donc ça devrait venir stimuler, je mets entre guillemets parce que ça reste des taux de croissance qui sont faibles, l'économie européenne l'année prochaine, mais ça va rester quand même globalement de la stagnation. Et donc, sur le continent africain, ça me permet de faire la transition. En fait, au final, si on reprend les pays africains, ils sont quand même relativement peu exposés au commerce direct avec les États-Unis, à part un certain nombre de pays sur un certain nombre de secteurs. Donc là, on peut par exemple mentionner l'Afrique du Sud sur l'automobile ou les métaux, mais il y a d'autres pays également, Madagascar sur le textile. Mais globalement, les pays africains ne sont pas vraiment exposés en termes de commerce direct. En revanche, ils sont exposés en termes de commerce avec la Chine, avec l'Europe. Et on vient de voir que la conjoncture en Europe et en Chine ne va pas forcément être extrêmement bonne. Donc ça, par ricochet, ça vient affecter les économies africaines. Néanmoins, on va quand même avoir de la croissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la trajectoire de croissance a été ralentie, là où on s'attendait plutôt à 4% cette année et peut-être
4,3-4,4% l'année prochaine, on est à 3,8 et 4,1, parce qu'il y a quand même un impact dû à ce qui se passe sur l'économie mondiale. Mais les pays africains, la conjoncture dans les pays africains va quand même toujours être principalement, à part pour ceux qui sont très exposés en termes de commerce extérieur sur les matières premières, va être portée par les aspects qui vont être domestiques. Et donc, de manière générale, plus une économie va être diversifiée, plus elle va tendance à avoir une croissance qui va être forte et stable, tout simplement parce qu'elle est moins exposée aux chocs externes, au prix des matières premières. Donc c'est pour ça qu'on voit des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, mais j'ajouterais aussi le Nigeria, puisque effectivement le Nigeria est un exportateur de pétrole, mais au final, au Nigeria, c'est l'économie non pétrolière qui est le moteur de croissance principal et qui est la majeure partie de l'économie. Et donc, au Nigeria, où il y a quand même un certain nombre de politiques économiques qui sont mises en place pour stabiliser l'économie, et on a quand même un certain nombre de secteurs, la fintech, le digital qui se développe assez fortement, on va quand même avoir une certaine stabilité malgré des prix du pétrole qui vont être plus bas. Et pour des pays qui sont plus dépendants de leurs exportations de matières premières, donc par exemple le Cameroun ou le Gabon, là on va avoir une croissance qui va être structurellement plus faible déjà, et puis qui va avoir tendance, par exemple pour le Gabon, à diminuer l'année prochaine. On a quand même des pays miniers qui vont continuer à performer plutôt bien. Là, c'est symbolisé par la RDC, parce que même si on a un cycle à l'heure actuelle de court terme où les prix des minerais et des matières premières liées au secteur des métaux sont quand même plus bas, sur le plus long terme, les minerais, notamment les minerais stratégiques, vont quand même rester porteurs, notamment dû à leur importance à la transition énergétique. Comme j'ai dit, en termes d'inflation, évidemment, on peut pas dresser un portrait pour le continent de manière agrégée, mais les pays qui sont dépendants des importations de pétrole vont quand même voir leur situation en termes d'inflation s'améliorer. Et puis, sur l'inflation alimentaire, comme j'ai dit, il y aura de la volatilité. Ce qu'il faut quand même garder en tête, malgré tout ça, c'est que, comme je l'ai dit, les conditions de financement vont rester compliquées. L'accès au financement va rester plus cher que ce qu'il a été pendant la dernière décennie. Et donc ça, pour les pays qui sont très endettés, ça reste un facteur de risque, notamment les pays qui sont endettés en termes de dette extérieure, puisque ça, c'est aussi un problème en termes des équilibres extérieurs. Et puis, les risques sécuritaires, les risques politiques, les risques climatiques continuent d'être des facteurs qui vont quand même assez fortement influencer un certain nombre d'économies. Et donc, il va continuer à y avoir de l'incertitude sur la conjoncture africaine. Mais de manière générale, on va quand même rester sur une trajectoire de croissance qui va rester satisfaisante, on va dire. Et si je fais maintenant un focus plutôt sur les pays de la zone Maghreb et Afrique de l'Ouest et centrale. Je voudrais commencer par le Maroc parce que je pense que c'est un pays qui est très intéressant sur bien des aspects, même au niveau mondial, puisque le Maroc est un pays qui peut tirer son épingle du jeu même dans l'environnement actuel. Et la raison principale derrière ça, c'est que le Maroc, c'est un pays qui est quand même très très intégré dans les chaînes de valeur européennes, notamment, là vous le voyez par rapport aux principaux partenaires commerciaux, mais notamment sur un certain nombre d'industries qui sont clés non seulement pour l'économie marocaine, mais même de manière générale, notamment dans tout ce qui est transition énergétique, donc l'automobile, l'électronique, les minéraux, l'aéronautique, mais l'aéronautique c'est principalement avec la France, et puis on a aussi d'autres industries comme le textile ou l'agroalimentaire qui restent des secteurs qui sont relativement importants, bien que ce ne sont pas les secteurs qui peuvent être les plus attractifs en termes d'investissement étranger. Parce qu'effectivement, dans un monde plus fragmenté, là où on peut avoir des politiques commerciales, des droits de douane dans des pays européens, le Maroc peut être attractif pour des pays tiers pour devenir une base de production, tout simplement. Puisque les industries que j'ai citées sont déjà à un niveau de développement qui est assez avancé. Et puis, c'est un pays quand même qui a déjà des liens commerciaux et des chaînes de valeur établies avec le continent européen. En plus de ça, on peut quand même rajouter que
les relations diplomatiques du Maroc, historiquement, ont toujours été très intelligentes et sont bonnes avec la plupart de leurs partenaires commerciaux. Et, point important, elles sont très bonnes avec les États-Unis. Donc, en fait, ça fait que le Maroc, finalement, dans l'état actuel des choses, est un pays qui est relativement peu exposé à des droits de douane qui sont très importants. Et d'ailleurs, le droit de douane minimum de 10% a été appliqué, tout simplement parce que le Maroc a un déficit commercial avec les États-Unis. Mais c'est un pays vraiment qui n'est pas vraiment à risque en termes d'escalade de guerre commerciale, qui n'a pas vraiment besoin de négocier avec les États-Unis. Et donc ça, c'est quand même un avantage. Il y a quand même un facteur de risque, c'est que le Maroc est exposé à la conjoncture européenne, et donc comme on l'a vu, la conjoncture européenne, elle n'est pas nécessairement extrêmement bonne dans les années à venir, mais on peut quand même ajouter à ça que, dû aux liens commerciaux avec l'Espagne, qui est quand même le pays avec la plus forte croissance, le grand pays avec la plus forte croissance dans la zone euro, on a quand même, il y a quand même des liens commerciaux avec une économie européenne qui est plutôt dans une bonne phase d'expansion. Mais le risque subsiste, et donc ça veut dire que ces industries-là, elles sont quand même exposées. Même si elles sont porteuses, elles sont quand même exposées. Un autre aspect, et là c'est plus intéressant dans le cadre africain pour du Maroc, c'est que c'est son ouverture au final vers l'Afrique subsaharienne. Et ça, quand on regarde les IDE marocains, si on voit les IDE entrants, là c'était juste à titre d'exemple, on voit que les principaux pays qui investissent au Maroc sont ses principaux partenaires commerciaux, notamment la France. Mais si on regarde les IDE sortants, effectivement, la première zone d'IDE sortants, c'est la France, mais après, c'est l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est dû au fait que l'Afrique subsaharienne fait partie intégrante de la politique étrangère du Maroc, c'est la coopération sud-sud, elle est portée par le roi, et c'est vraiment la volonté du Maroc de s'intégrer dans le marché des économies d'Afrique subsaharienne. Et puisque le commerce de biens marocains est plutôt orienté vers l'Europe, vers ses partenaires commerciaux et vers les industries où les produits marocains répondent aux besoins de l'industrie européenne. Donc la structure du commerce marocain n'est pas vraiment compatible avec les besoins des pays d'Afrique subsaharienne pour l'instant. Le Maroc le fait via l'investissement avec des secteurs comme le secteur bancaire, la finance, certaines industries, les services, comme étant un vecteur d'intégration des entreprises marocaines dans les économies d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, c'est en cela que c'est intéressant évidemment pour le Maroc, puisque ça permettra au pays de bénéficier du dynamisme des économies d'Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest, mais c'est aussi intéressant pour d'autres pays, des partenaires commerciaux du Maroc, puisque le Maroc est en train aussi de devenir un hub d'intégration. Et donc, c'est pour ça que pour intégrer certains marchés d'Afrique subsaharienne sur un certain nombre de secteurs, le Maroc peut être un pont. Et donc ça bénéficie à la fois au Maroc, à la fois aux pays d'Afrique subsaharienne et aux autres partenaires commerciaux. Donc en fait, au final, le Maroc a une intégration au nord et une intégration au sud et peut faire le pont entre cette intégration nord-sud. Et ça rend très intéressant le pays dans l'environnement actuel et dans le futur. Au final, en termes de conjoncture, on a quand même une croissance qui est relativement solide. On va avoir une croissance relativement solide cette année et l'année prochaine, donc autour de 4%, portée par les industries dont je viens de parler, donc le secteur industriel, mais aussi le secteur des services. Le secteur des services, non seulement via le tourisme, et d'ailleurs les chiffres du tourisme ont été exceptionnels en 2025 et en 2024 et vont l'être en 2025, les objectifs vont être dépassés, mais aussi d'autres services comme la banque, comme les services digitaux, la finance. Et puis, on a aussi d'autres industries, autres que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique. On a aussi les fertilisants, évidemment, dû à l'importance du Maroc, notamment sur le phosphate. Et puis, de l'autre côté, on a une inflation qui est faible, on a une inflation qui est maîtrisée, une politique monétaire qui est lisible, et donc on va avoir une demande domestique, une consommation qui va tendance à être forte, notamment en zone urbaine. Et donc, on a des moteurs de croissance, c'est ce que je disais, diversifiés, et qui vont être porteurs. Il y a quand même un talon d'Achille à l'économie marocaine, et en fait, plusieurs, mais un principalement qui est l'agriculture, parce que ça reste quand même un tiers de l'emploi, 12 à 15% du PIB, et l'agriculture marocaine, elle est vulnérable à la pluviométrie, et donc ça crée un facteur d'incertitude inhérent à la trajectoire de croissance. Et finalement, l'agriculture combinée à certains autres aspects structurels, comme par exemple le fait qu'on ait un marché de l'emploi qui ne crée pas encore assez d'emplois pour absorber l'arrivée de jeunes actifs, ou encore des inégalités très fortes entre les zones rurales et les zones urbaines, c'est ce qui
empêche finalement le Maroc d'accéder à un potentiel de croissance qui va être plus élevé, donc autour ou au-dessus de 5%, qui devrait, au stade de développement où est le Maroc, qui devrait être atteignable. Au final, c'est un petit peu ces caractéristiques structurelles qui retiennent ce potentiel de croissance. Alors, autant pour l'agriculture, c'est un petit peu difficile d'enlever l'incertitude, autant pour l'emploi ou pour les inégalités, ça suppose la mise en place de politiques sociales, et il y en a qui sont mises en place, mais ça va prendre un certain temps pour produire ces effets. Donc là, on est plus sur du moyen terme. Et ajoutons à cela quand même qu'une autre force du Maroc, c'est le fait que ses équilibres extérieurs sont bien gérés, sa politique de change est bien gérée. C'est un pays qui attire les investissements, et donc on a très peu de risques de change ou de risques d'érosion trop forte des réserves. Et ça, dans l'environnement actuel, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça permet effectivement d'avoir une position extérieure qui est solide dans un monde où effectivement on a de l'incertitude sur le commerce. Et disons aussi que à partir de 2027-2028, on a la Coupe du Monde, donc ça aussi, ça va stimuler un certain nombre de secteurs, la construction et l'investissement de manière générale. Donc, des perspectives plutôt positives. Et pour finir, donc je vais finir sur les pays d'Afrique de l'Ouest principalement, mais aussi centrale. Et pour la Côte d'Ivoire, et je vais passer rapidement dessus, peut-être que histoire que vous puissiez poser des questions après. Sur la Côte d'Ivoire, globalement, on va continuer d'avoir une économie qui va être très très dynamique. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple même d'une économie africaine qui a des moteurs de croissance très diversifiés. Donc on a une demande domestique qui est forte, que ce soit en termes de consommation, parce qu'on a une classe moyenne émergente qui a quand même, et c'est ce que vous voyez ici avec le commerce de détail, qui a quand même une propension à consommer qui est forte. On a de l'investissement public et privé qui va continuer dans le cadre du plan national de développement, mais aussi le fait que les autorités ivoiriennes favorisent de plus en plus les partenariats publics-privés. Investissement public dans les infrastructures, dans les infrastructures énergétiques, de transport. On a également le gaz du gisement baleine, qui là pour le coup ne va pas vraiment être exporté, c'est pour l'usage domestique, mais qui va pouvoir servir à l'industrie de la production électrique. Donc, tout en tout, on a quand même des moteurs de croissance domestiques qui sont importants, et puis on a aussi accès à des exportations qui sont quand même en très forte demande, et notamment le cacao, mais aussi l'or. Et donc, forcément, pour le cacao, la Côte d'Ivoire ne profite pas vraiment des prix qui sont très élevés, puisque c'est une source. Le fait que la production en Côte d'Ivoire ait été beaucoup plus faible, c'est ça qui a créé l'explosion des prix du cacao. Mais on devrait avoir peut-être une amélioration en 2026 sur les volumes de production, et puis l'or qui reste quand même en très forte demande. Le principal facteur d'incertitude sur la Côte d'Ivoire dans l'année à venir, c'est les élections, évidemment. Donc octobre 2025. Pour l'instant, on est toujours dans une situation qui est floue. On ne sait pas si Alassane Ouattara va se représenter ou non. La situation politique devient quand même un petit peu tendue sur les derniers mois, mais notre scénario reste quand même qu'on ne va pas assister à une explosion des tensions qui amènerait potentiellement à des violences comme on a pu en avoir en 2020, notamment parce qu'il y avait eu des dialogues sociaux qui avaient été mis en place entre le gouvernement et l'opposition. Et donc on pense que pour l'instant, même si on a des tensions au niveau politique, les élections devraient se dérouler dans un climat qui va être plutôt apaisé, et donc ne vont pas avoir un impact en termes de la trajectoire de croissance. Mais c'est quand même un facteur d'incertitude qui est assez important et qu'il va falloir surveiller en fin d'année. Mais au-delà de ça, on a quand même des fondamentaux macroéconomiques en Côte d'Ivoire qui sont bons et qui vont continuer de rester solides à partir du moment où la gouvernance reste telle qu'elle est. Et puisqu'on parle de gouvernance, c'est important quand même de parler du Sénégal, puisque on a vraiment deux aspects où il y a vraiment une différence très importante entre l'aspect conjoncturel et l'aspect structurel. Sur l'aspect conjoncturel, évidemment, on va avoir un boom de la croissance lié à la production d'hydrocarbures, donc le pétrole sur Sangomar et le gaz sur Grand Tortue. Donc un boom des exportations, notamment de pétrole, dans un second temps de gaz vers l'Europe, mais le gaz va aussi un petit peu être utilisé domestiquement, comme pour la Côte d'Ivoire, pour le secteur énergétique. Mais on n'a pas que ça, on a aussi une demande domestique qui va rester relativement importante. Le Sénégal est une économie qui est assez diversifiée, donc qui a maintenant accès aux hydrocarbures.
Et cette demande domestique, elle va être portée non seulement par un climat politique qui est plus apaisé qu'en 2023-2024, maintenant que le président Faye est bien établi, et donc le gouvernement d'Ousmane Sonko également, mais aussi de l'investissement public, notamment en infrastructure, en énergie, en transport. Donc là, c'est un peu à l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, encore une fois, des moteurs de croissance qui sont diversifiés, évidemment un boom lié à l'accès aux hydrocarbures. Mais face à ça, on a quand même un problème structurel qui est assez important, qui sont les comptes publics. Donc évidemment, l'audit des comptes publics a révélé que les déficits et la dette avaient été sous-évalués depuis 2019, qui fait qu'on a des niveaux de déficit extrêmement importants, donc 11-12% du PIB, et un niveau de dette qui est au-dessus de 100% du PIB. Et donc ça, c'est un problème parce que là, on est sur la structure économique. Et le fait est que si le Sénégal n'avait pas eu accès aux hydrocarbures, et donc ce boom de croissance et aussi ce boom lié aux revenus liés aux hydrocarbures, probablement qu'on aurait dit que le Sénégal était dans une situation de détresse. Or, pour l'instant, le Sénégal n'est pas encore dans une situation de détresse en ce qui concerne sa situation publique, même si elle s'est quand même très fortement détériorée. Et la raison derrière ça, c'est qu'effectivement, les autorités sénégalaises vont pouvoir utiliser les revenus qui sont générés par les hydrocarbures pour éviter d'avoir à trop restreindre la dépense publique. Donc, évidemment, l'accord avec le FMI a été suspendu. Le Sénégal a mis en place dans le budget 2025 des mesures de consolidation fiscale qui sont principalement axées sur l'augmentation des revenus, donc l'augmentation d'un certain nombre de taxes et la diminution d'un certain nombre d'exemptions. Mais la dépense va aussi augmenter moins fortement, mais d'environ 3%, alors que les revenus vont augmenter d'environ 20%. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est le fait de dire, on utilise les ressources qui sont générées par les hydrocarbures pour continuer d'investir dans l'économie, mais en même temps, on met en place des politiques de consolidation fiscale qui nous permettent de redresser nos comptes publics. Et donc, pour l'instant, le signal qui est envoyé en termes de gouvernance est plutôt bon, mais ça veut dire que ce type de politique d'ajustement des comptes publics, c'est structurel, ça doit être maintenu sur plusieurs années. Et donc vraiment, je pense que c'est l'un des principaux défis de l'administration Faye-Sonko, c'est de pouvoir à la fois redresser les comptes publics, de nouveau rentrer dans un accord avec le FMI. Ils avaient dit juin, ça va probablement être plus tard, peut-être en fin d'année, peut-être l'année prochaine. De vraiment tenir leur feuille de route en termes d'assainissement des comptes publics, donc une réduction du déficit. Bon, je vous avoue que là, les objectifs qu'ils ont pour 2025 sont un peu ambitieux, mais d'ici 2027, peut-être le ramener à 4, peut-être pas à 3%, mais à 4%, ce serait déjà plutôt un bon signe. Et en même temps, de pouvoir continuer à investir. Parce que l'une des attentes du peuple sénégalais, c'est d'utiliser cette nouvelle manne pour investir dans l'économie et pour améliorer la condition de vie des Sénégalais et des Sénégalaises. Et donc je pense que ça va être l'un des principaux points à regarder pour le Sénégal, c'est-à-dire est-ce que la gouvernance suit, est-ce que les revenus générés par les hydrocarbures sont investis correctement dans l'économie sénégalaise, et en même temps, est-ce que les réformes d'ajustement structurel des comptes publics sont maintenues pour ramener les comptes publics à une situation qui va être plus stable. Et donc c'est pour ça qu'on a eu effectivement des abaissements de la note souveraine du Sénégal, mais qu'on ne considère pas encore que la situation soit critique. Alors que sans les hydrocarbures, je pense que ça l'aurait été. On a vu des situations où on a eu des comptes publics, où on a eu des chiffres qui ont été révélés, où instantanément le pays est rentré en risque de défaut. Donc là, le Sénégal échappe à ça quelque part. Mais ça suppose quand même de mettre en place un certain nombre de politiques. Et enfin, pour le Cameroun, et c'est là où je parlais de diversification, parce qu'au Cameroun, on est dans une phase de diversification. Alors, on a une phase de diversification, il faut quand même un petit peu mettre des guillemets, parce que c'est de l'extractif vers l'extractif, donc dans le sens où on passe de principalement une économie qui était pétrolière à plutôt une économie en termes d'hydrocarbures qui va être gazière. Donc ça, c'est une première transition. On a aussi dans l'extractif le développement du secteur minier, qui est quand même un gros axe de développement au Cameroun. Et le développement du secteur minier, c'est non seulement, et donc là c'est plutôt sur le minerai de fer, donc autour de la zone de Kribi. Donc c'est non seulement le développement de mines, mais aussi de toutes les infrastructures qui vont autour. Donc en fait, le développement du minier, c'est accompagné par de l'investissement public et privé dans les infrastructures, et aussi qui eux-mêmes vont amener au développement de services. Et donc c'est ça un peu le chemin de la diversification au Cameroun. Et donc, ça veut dire que
petit à petit, le Cameroun devient quand même de moins en moins dépendant de ces hydrocarbures, ce qui est plutôt un élément qui est positif. Et puis en même temps, puisque ça génère quand même de la croissance, ça génère quand même de l'emploi, ce développement en termes d'industrie minière et d'infrastructure, ça amène aussi à une consommation qui va avoir tendance à rester plutôt bonne. On a une inflation qui est relativement basse, mais qui va peut-être un petit peu augmenter parce qu'on a notamment des subventions aux carburants qui vont être enlevées. Mais pour ce qui est du Cameroun, au final, c'est une direction qui rend l'économie plus résiliente, ou qui va rendre l'économie plus résiliente à moyen terme, puisqu'on a des axes de croissance et des moteurs de croissance qui vont devenir plus multiples. Et puis, en même temps, on continue quand même d'avoir de l'investissement public dans le capital humain, dans la santé, dans l'énergie, dans l'hydroélectricité notamment. Donc on va aussi avoir un approvisionnement énergétique qui est nécessaire pour le développement du secteur minier, mais qui va bénéficier aussi aux autres pans de l'économie. Et donc c'est pour ça que au Cameroun aussi, malgré le fait qu'on a des prix du pétrole et des hydrocarbures de manière générale qui vont être relativement plus modérés, on a une croissance qui va rester autour de 3,5-4%, donc plutôt stable normalement, notamment grâce au développement de ces nouveaux secteurs. Voilà, je m'arrête là. Si jamais vous avez des questions sur d'autres pays, alors je ne pourrais pas tout couvrir, tout le continent, mais je pense que là, c'était assez d'exemples de types de structures de croissance pour vous montrer un petit peu quelles sont les dynamiques en fonction du type de pays dans lequel on se place. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Aroni, merci, c'était très clair. Merci pour cet exposé circonstancié des perspectives économiques à venir en Afrique, au Maroc. Alors je ne sais pas si, et en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas s'il y a des questions de votre part. Vous pouvez soit les poser directement. Il y a déjà des questions ici à Aroni au niveau de la fenêtre de chat. Je pense que ça serait mieux tout de même pour l'organisation de la conversation que vous insériez vos questions ici au niveau de la fenêtre de chat si vous en avez. Donc je te pose la première. Le dirham est en régime de flexibilité graduelle depuis 2018. Quel a été l'impact réel sur la compétitivité des exportations marocaines? C'est une question de Ahmed. Aroni. Oui, alors alors on s'excuse, hein, Aroni a une déconnexion. Voilà, il se reconnecte tout de suite. Bon, en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à soumettre toutes vos questions au niveau de la fenêtre de chat et on se fera un plaisir d'y répondre. Bon, alors, je vais peut-être reprendre un peu les autres questions. Le partenariat avec l'Union européenne est stratégique, mais dans un contexte de relocalisation industrielle en Europe, comment le Maroc peut-il rester compétitif? Alors, bon, ça c'est une question. Pour le coup, j'ai été déconnecté, donc je viens de revenir. Ok. Alors, on reprend à la première question. Donc, du coup, en gros, ce que Ahmed nous dit, c'est qu'on est en régime de flexibilité graduelle au niveau du Maroc. Et est-ce que ça a un impact sur les exportations et quel est-il cet impact? Alors, en termes de flexibilité graduelle, effectivement, donc, sur le Maroc, c'est un régime de change qui fluctue entre des bandes. Et donc, en fait, le fait est que Banque Al Maghrib en fait a la possibilité de changer les bandes de façon en fait à réajuster la devise par rapport à sa valeur réelle. Et en termes de compétitivité des exportations, j'ai pas vraiment de réponse très très claire là-dessus. Je pense que tout ce que je peux dire, c'est que je pense que la manière dont la politique de change est pilotée
elle est quand même relativement orthodoxe, et elle est relativement bonne, je pense, pour le Maroc. Donc, je pense que les ajustements qui sont faits sur le dirham, parce qu'en fait, le dirham, il est basé sur un panier de devises, je crois que c'est 60% euros, 40% dollars, 60-40, c'est ça. Donc, du coup, que ces ajustements sont faits justement pour que le dirham soit pas surévalué ou trop sous-évalué. Et donc, je pense qu'au final, si la politique de change est pilotée correctement, à ce moment-là, l'impact sur la compétitivité d'exportation, il sera assez minime, en fait, puisque justement, cette devise s'ajuste en fonction des équilibres. Donc voilà. D'impact direct, je ne saurais pas vraiment le dire. D'accord. Le partenariat avec l'Union européenne est stratégique, mais dans un contexte de relocalisation industrielle en Europe, ça c'est vrai que c'est une vraie question. Le volontarisme, le nationalisme industriel aujourd'hui qui émerge en Europe. Comment le Maroc peut-il rester compétitif? C'est une question de Manel. Déjà, il y a un aspect de compétitivité qui est assez clair, c'est le coût du travail. En fait, le fait est que ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, il y a des volontés de ramener un certain nombre d'industries au niveau européen ou dans les pays qui sont concernés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre la volonté et la faisabilité, il y a quand même un monde. Et ça, c'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai pour les États-Unis également. Donc en fait, l'un des principaux avantages comparatifs du Maroc, ou compétitifs même, c'est le coût du travail. À partir du moment où on a un coût du travail qui est plus faible, même si on encourage les entreprises à relocaliser, au final, elles vont regarder leur structure de coût, leur profitabilité et prendre des décisions par rapport à ça. Donc je pense que le Maroc possède encore des arguments qui sont quand même assez forts, et notamment dans toutes les industries dont je parlais, donc la filière automobile, l'électronique, parce qu'en fait, déjà, ça va quand même être des secteurs qui vont être extrêmement importants dans le moyen long terme sur le développement notamment de la transition énergétique. Et donc sur ça, en fait, le Maroc va toujours en fait posséder ces avantages de coût. Et donc c'est pour ça que je disais aussi que c'est un pays qui va être aussi intéressant même pour des pays tiers, en termes de ce qu'on appelle le friendshoring ou nearshoring, puisque on va pouvoir avoir un pays où on a déjà un socle industriel développé, on a déjà des liens commerciaux, des chaînes de valeur qui sont développés, et en plus on a des coûts du travail qui vont être plus faibles. Donc ça peut être un candidat. Alors après, effectivement, ça suppose de savoir si jamais à ce moment-là le Maroc devient aussi potentiellement une cible pour des droits de douane, s'il s'avère que voilà, qu'on a par exemple du transbordement. Mais je pense que les opportunités d'investissement sont quand même assez importantes. Et comme je disais, c'est la position géographique et diplomatique du Maroc, à notre sens, lui donne un avantage quand même pour ce type de réorientation des chaînes de valeur. Absolument. Alors, question suivante. Si vous deviez, alors c'est une question que, pour ma part, je trouve assez originale. Si vous deviez investir 100 millions d'euros dans un seul secteur dans l'un de ces pays, lequel choisiriez-vous et pourquoi? C'est compliqué. Dans un seul de ces pays. Si je devais choisir d'investir 100 millions d'euros dans un seul de ces pays, je dirais l'aéronautique au Maroc. Ah, l'aéronautique, ok. Effectivement, c'est un secteur, alors, pour le coup, oui, parce qu'en fait, porte... non, mais la question, elle est intéressante, parce que le fait est que, si jamais pourquoi j'ai l'aéronautique au Maroc? Parce qu'en fait, c'est que on va avoir, si on part du principe que l'Union européenne va continuer de vouloir son autonomie stratégique, va continuer de développer l'industrie de la défense. La défense, une des industries clés de la défense, c'est l'aéronautique. Et on a la France, évidemment, on a Airbus, on a Thales, on a toute l'industrie de la défense française, avec lequel l'aéronautique marocain est déjà lié. En fait, si on regarde les exportations du Maroc en termes d'aéronautique, c'est que la France. Donc en fait, si je devais investir 100 millions, l'aéronautique au Maroc, ça me paraîtrait être quand même... Et puis bon, en plus, l'aéronautique au Maroc, au-delà de ça, c'est un secteur qui est en développement. Donc je crois qu'on a déjà... C'est un secteur qui est en développement, et puis
tu le disais très bien, c'est un secteur dans lequel en plus on a aujourd'hui un institut marocain de l'aéronautique qui forme des ingénieurs en aéronautique qui en fait qui abondent dans ces entreprises aéronautiques qui sont basées dans la zone franche du Mid-Parc à Casablanca. Et c'est vrai que c'est un écosystème qui est très très intéressant. C'est en plus baqué par les chiffres parce que au niveau du secteur, une croissance à 10% en 2024 et 4 milliards et demi de dirhams on est aujourd'hui très très bon sur certains secteurs tels que certains écosystèmes tels que le EWIS, le câblage, la MRO aussi et donc c'est vrai que c'est un secteur qui moi j'abonde dans ton sens Aroni, moi aussi si j'avais 100 Après, millions ce qui est de pas assez dollars évident, mais c'était juste pour donner. Enfin, je dis l'aéronautique au Maroc, mais j'aurais pu en trouver un autre dans un autre pays. La logique bien derrière ça, sûr. c'est la logique qui est importante. La logique, c'est que on identifie un secteur qui est porteur, non seulement au niveau domestique, mais qui peut aussi être porteur dû à ce qui se passe dans le monde de manière générale. On identifie un pays qui a des fondamentaux macroéconomiques qui sont stables, une bonne croissance, et donc a priori où c'est facile d'investir. Et là, le Maroc remplit les conditions. Donc ça, c'est un peu pour vous dire ce qu'il faut garder en tête. Mais j'aurais pu aussi dire, par exemple, on pourrait imaginer investir dans la grande distribution en Côte d'Ivoire, sur des grands groupes. Parce qu'on a une demande domestique qui est forte, surtout les ménages d'Abidjan ont de plus en plus tendance à aller au supermarché. Donc, en fait, c'est juste, voilà, il faut identifier un secteur, un pays où on a des fondamentaux stables, et puis un certain nombre de raisons qui nous diraient, cet investissement-là, on pense qu'il va être, il va être fructueux. Donc c'était plus ça. Et je crois qu'il y avait Bien, une autre alors, question au-dessus il y a, sur oui, quel alors une pays question, africain. alors justement, quel pays africain, selon vous, c'est la question que j'allais poser, la suivante, sera le moteur économique du continent dans les 10 prochaines années? Je pense qu'elle recoupe un peu d'ailleurs celle qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire si on met 100 millions quelque part, ça veut dire qu'on a des perspectives Ouais. plutôt favorables sur ce pays. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Alors, Ronnie? c'est super compliqué comme question. Si jamais on doit en choisir qu'un, mais à ce moment-là, il faut partir sur l'hypothèse que ce qui est en train d'être fait dans ce pays va dans la bonne direction, c'est le Nigeria. Parce qu'en fait, le fait est que c'est le plus grand pays d'Afrique, il y aura 300 millions d'habitants d'ici 2050, il y a un marché immense, ça va nécessairement être un des moteurs de l'économie africaine. Le fait est que pour l'instant, le Nigeria reste une économie qui est risquée, qui est assez risquée dû à un certain nombre de problèmes structurels, et puis qui était très risquée dû au problème de faire rentrer et de sortir des capitaux dedans. Mais au Nigeria, on a quand même on a eu l'unification du régime de change, on a un certain nombre de politiques économiques qui ont été mises en place pour assainir les comptes publics et augmenter l'attractivité du Nigeria au capital. Et donc, si ces politiques sont porteuses, et si on a le Nigeria qui arrive à un potentiel de croissance de 4 ou même au-dessus, c'est un développement économique qui va être extrêmement important et sur beaucoup, beaucoup de secteurs parce que c'est une économie qui est quand même diversifiée. Donc on peut dire le Nigeria, on peut quand même continuer à dire l'Afrique du Sud reste quand même assez important, même si c'est loin de la zone qu'on couvre là dans ce webinaire. Pareil, on a des politiques structurelles qui sont mises en place en Afrique du Sud. Si elles fonctionnent, ça restera quand même un moteur extrêmement important. Donc sur les grands pays, les deux grandes économies d'Afrique subsaharienne peuvent être des moteurs si jamais les politiques qui sont mises en place sont maintenues et qu'on a une amélioration des conditions macroéconomiques, là on est plus à moyen long terme. Après, on a aussi un certain nombre d'économies de taille moyenne qui, à mon sens, peuvent être très très porteuses et qui vont l'être, je pense, la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, la Tanzanie pour l'Afrique de l'Est. Donc en fait, dans les régions du continent africain, on va avoir des puissances régionales et à l'échelle du continent, on va quand même avoir les plus grosses économies qui vont continuer d'avoir un rôle important. Mais Est-ce peut-être qu'il si on avait qu'un, pour je dirais abonder peut-être le peut-être Nigeria. pour le Nigeria, pour abonder d'ailleurs dans ton sens, moi il y avait une donnée qui me fascinait, c'est à propos du Nigeria justement, c'est le fait que c'est le Nigeria en termes de vivacité démographique a fait en 2024 autant d'enfants, autant de bébés, nouvelles naissances que toute l'Europe réunie.
Ouais. Toute l'Europe. Et ça, on voit, ça c'est fondamental pour pouvoir savoir où va un pays, ses perspectives économiques à long terme. La décroissance démographique dans certains pays européens comme l'Allemagne, qui est le moteur industriel et exportateur de l'Union européenne, et la France maintenant, qui voit, même si la France est un peu la Chine de l'Europe en termes de naissance, c'est le pays qui fait le plus d'enfants, même si on voit qu'il y a un petit ralentissement. Cette donnée est quand même assez fascinante par rapport au Nigeria, la vivacité de sa population, le fait que c'est un pays dont la population s'accroît très vite et qui va être un champion démographique à l'avenir. Bien sûr, mais du coup, ça suppose aussi que la démographie soit bien gérée. C'est-à-dire que c'est là où je dis que c'est extrêmement important, toutes ces politiques économiques qui sont mises en place, c'est qu'il faut que la croissance soit suffisante pour que la population ne s'appauvrisse pas avec le taux de croissance de la population qu'on a. Et c'est là où c'est vraiment... Alors, effectivement, on peut avoir des pays qui sont très inégaux et et qui sont quand même des moteurs économiques importants. On peut citer l'Inde, on peut citer le Brésil. L'inégalité, c'est pas forcément... c'est pas parce qu'un pays est inégal que le développement économique du pays est nécessairement freiné, mais forcément ça pose des problèmes structurels à plus long terme. Mais pour le Nigeria, au-delà de l'inégalité, c'est vraiment... Ce pays a besoin d'une croissance relativement forte, parce qu'en fait, c'est seulement avec une croissance forte que le pays ne s'appauvrit pas. Et ça, c'est un des aspects fondamentaux du développement du Nigeria dans les années à venir. Mais du moins, on peut s'attendre à ce que si jamais la gouvernance s'améliore et que les politiques économiques mises en place sont continues, et que effectivement on ait du capital maintenant qui soit plus facile, que le capital rentre et sort plus facilement du Nigeria, on peut avoir beaucoup d'opportunités de développement économique. Et c'est pour ça que quand on parle à des clients qui nous parlent du Nigeria, effectivement, pour l'instant, on a quand même une approche qui est restrictive, où on pense, parce qu'il y a des risques très identifiés dans ce pays, mais c'est impossible de dire à quelqu'un, en fait, il n'y a pas de potentiel au Nigeria. C'est parce que tout le monde le voit. Enfin, ça va assez de soi. C'est difficilement. C'est évident. Voilà. Voilà. Alors, une autre question, les élections présidentielles au Cameroun, quelles conséquences? Alors, une question un petit peu plus politique, mais je pense que la question de Jean Mikangué, en fait, c'est de savoir quelles conséquences économiques sur les perspectives, puisque c'est le sujet de la conférence. Voilà, j'aurais pu en parler à la fin, mais justement, je le laissais pour une question. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on est un petit peu dans la même attente qu'en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement qui va se représenter. Paul Biya n'a pas encore dit si elle va se représenter ou non. Bon, s'il se représente ou non, et puis bon, il est quand même assez vieux, il y a quand même une succession qui est préparée, hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Donc du coup, on a un peu d'incertitude. On pense qu'au Cameroun, au final, il y a des tensions politiques, effectivement, et elles ont été perceptibles même dans la période actuelle, mais on pense qu'il y a encore peut-être un peu moins de chances qu'il y ait vraiment une matérialisation de tensions très forte, simplement parce que c'est pas quelque chose qui est historiquement vrai au Cameroun, qu'on a une population qui soit où il y a beaucoup de protestations, beaucoup de révoltes. C'est simplement dû à la structure de l'opinion publique, à la structure de la population. Donc un point de tension, certainement, mais pareil, on ne pense pas qu'il y aura énormément de risques à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles d'une escalade de ces tensions. Et donc au final, en termes d'impact des élections sur la macroéconomie, si jamais les élections se tiennent paisiblement, quel que soit le résultat, il n'y aura pas vraiment d'impact sur la macroéconomie. Et puis, si jamais, et pour l'instant c'est ce qui est prévu, c'est que le pouvoir en place reste en place, on aura une continuité en termes de politique économique. Cependant, c'est vrai qu'un pouvoir en place pendant plusieurs décennies, c'est un problème en termes de risque politique. C'est un facteur de risque qui est important, on le considère, mais pour l'instant, on ne voit pas de signaux au Cameroun qui laisseraient présager que ça va changer ou vraiment se détériorer immédiatement. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Ça, c'est une question financière. Alors, c'est au sujet de la titrisation. Ouais. Alors, cette fois-ci, pas la titrisation qui a mené à la crise de 2008, mais c'est la titrisation des créances commerciales interentreprises. Ça, c'est un vrai sujet aussi au Maroc, qui en fait, correspond un peu à l'affacturage, alors plus, parce que c'est avec des conduits, il y a une structure de défaisance avec des conduits de titrisation. Alors, la question, c'est fonds communs de titrisation de créances, avec la démultiplication des fonds communs de titrisation de créances qui permettent de titriser les créances par consortium ou en propre, quelle est l'approche du risque par la COFAS pour ces organismes?
sachant que, en fait, ce que Johan Granier nous explique, il nous dit que la structure de coût de la titrisation, c'est vrai, est bien inférieure au coût que suscite la facturage et la prime de risque sur un assureur crédit. Alors, quel est ton avis là-dessus, Ça, j'ai aucun avis dessus vu que c'est pas du tout dans mon champ de compétences. Donc, je Ah. sais pas s'il y a quelqu'un de Coface qui peut répondre à ça, mais sinon, on peut vous mettre en lien avec une personne qui amène de réponse parce que moi, j'en ai aucune idée. Ouais, parce que là, pas c'est du une tout partie de ce que question je fais. plus financière que Voilà, macroéconomique. ouais, Voilà. C'est parce que c'est la lié à titrisation, c'est l'activité de vrai que c'est Coface un. plus Ouais, proprement que ce que moi je peux dire sur l'économie. Donc je vous d'accord. invite à prendre contact avec des spécialistes de Coface sur ces aspects-là. Une renégociation favorable des contrats pétroliers pourrait-elle avoir un impact, je pense que ça va être la dernière question, un impact significatif sur l'atteinte des objectifs de développement du Sénégal à l'horizon 2030? Ouais, alors ça c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse à l'heure actuelle. Le fait est que bon, effectivement, on a vu dernièrement qu'il y avait eu un peu des litiges entre Woodside et le gouvernement sénégalais. Effectivement, c'est une question ça de comment ces contrats pétroliers vont être gérés parce que initialement Bassirou Faye avait dit qu'il souhaitait renégocier ces contrats pour qu'effectivement ils soient plus favorables au Sénégal et moins que soit plus équilibré entre ce que le pays en retire et ce que les compagnies pétrolières en retirent. Le fait est que dû à ce qui se passe en termes de comptes publics, peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué pour lui de vraiment mettre ça en place parce qu'il va quand même avoir besoin à ce que le secteur pétrolier opère opère correctement sur les années à venir, non seulement pour le développement économique, mais aussi pour la stabilisation des comptes publics. Donc peut-être qu'il sera, peut-être qu'il, en gros, il sera peut-être un petit peu moins radical, on va dire, sur cet aspect-là. Euh, mais effectivement, enfin, si à un moment, je pense que ce serait au moins un aspect positif, notamment en termes de perception de la population sénégalaise, qui est que ces contrats soient quand même revus pour voir si jamais il y a un bon équilibre entre ce que le pays en retire, entre ce que les compagnies pétrolières en retirent. Mais tout de suite, je pense pas que ce soit le moment de vraiment enfin, rentrer dans une renégociation très très poussée, puisque si à cause de ça, ça met à mal la production pétrolière, ce serait plutôt quelque chose de négatif pour le Sénégal à court terme. À plus moyen long terme, effectivement, je pense que ça peut être juste et plus équitable et aussi favoriser le développement économique que surtout si le Sénégal arrive à retirer plus de revenus qu'il en retire actuellement. Mais ça suppose quand même un processus qui est assez long et assez ardu, potentiellement des litiges. Et donc ben, ça peut aussi créer un frein, en fait. Donc ça peut créer les deux. Donc je pense que c'est une question et je pense que ça va être une attente aussi de l'électorat, notamment de Bassirou Faye, potentiellement aussi pour les prochaines élections. Mais je pense que tout de suite, dans les 1 ou 2 ans à venir, c'est quand même un peu risqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tout, et c'est pas le cas, hein, mais que peut-être qu'une renégociation, de tout mettre sur la table d'un coup, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais à terme, éventuellement, je pense que c'est positif de revoir, de revoir quand même des contrats qui concernent les ressources qui sont les ressources du pays. Donc ce sera peut-être le cas plus tard. Ok, ben merci beaucoup. Écoutez, on est vraiment heureux que ce webinaire, le premier d'une longue série, on l'espère. On espère vraiment que ça vous ait plu. En tout cas, merci à Ronnie pour les précisions que tu as apportées, la présentation absolument détaillée que tu as menée au début de cette conversation. Et merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Il y aura une retranscription qui sera faite, qui vous sera communiquée par mail également. Et on espère vous revoir nombreux pour un prochain webinaire très bientôt via Teams avec nos experts sectoriels de COFAS. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, bonne journée.
Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Aroni. Merci Youssef.